Aujourd'hui, je vous emmène dans un univers qui me passionne, l'ingénierie sociale, ou comment on fabrique le consentement du peuple en utilisant des stratégies de manipulation vieilles comme le monde. Je vous en avais un petit peu parlé dans ma vidéo sur Claire Séverac, mais là j'avais envie d'approfondir un peu parce que c'est un sujet d'une importance capitale si on veut comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et mon livre du jour est celui-ci. Il y a un de vos commentaires qui me disait de vous parler des livres que je lis pour tourner mes vidéos. Voici celui qui m'a beaucoup aidé lors de l'écriture de cette vidéo qui s'appelle « Gouverné par le chaos, nous ne connaissons pas l'auteur ». Il a voulu rester discret, on peut comprendre pourquoi. Ingénierie sociale et mondialisation. Alors il y a plusieurs formes d'ingénierie sociale. Celle qui nous intéresse dans cette vidéo est basée sur la manipulation pour atteindre un objectif. Elle est utilisée par les gouvernements, par les médias entre autres, pour influencer ou modeler le comportement de leur population cible. Fabriquer le consentement du peuple exige de savoir contourner, neutraliser ou réduire les risques de révolte de sa part, la création de faux ennemis, la création de faux amis, de faux problèmes ou de fausses solutions, à l'aide de fausses perceptions, incitées par de faux attentats ou de fausses informations. Tout ça, on peut l'appeler PSYOPS pour opération psychologique. Et la télévision est le principal vecteur des PSYOPS. Elle permet depuis des décennies de faire entrer des populations entières dans une réalité virtuelle, entièrement construite par le pouvoir en place. Et on ne parle pas ici des chefs d'État si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, vous l'aurez compris, mais bien du gouvernement dans l'ombre, comme le disait notre cher Edward Bernays. Un poisson qui voit un prédateur s'enfuit ou se défend. Le prédateur doit donc tromper la vigilance du poisson pour pouvoir l'attraper. Il utilise donc un hameçon. Le poisson doit percevoir ce qui va le tuer comme inoffensif, voire même carrément bon pour lui et attractif, un faux bien pour un vrai mal. Donc le poisson qui se fait prendre n'a en fait vu que l'asticot. Il n'a pas vu le crochet qui va le tuer et encore moins le pêcheur sur la rive. Il va donc mourir sans jamais avoir compris ce qui lui arrivait, ou alors il va le comprendre trop tard. Ce qu'un gouvernement invisible recherche, c'est comment occuper la place du pêcheur, rester imperceptible aux yeux du poisson. Et ça se traduit par l'inversion des rôles. Dans notre société, le peuple devient facilement bourreau, surtout s'il se bat pour sa liberté et ses droits. Pour être plus efficace, il faut instaurer le désordre et l'anarchie au sein du peuple. On peut mentionner le triangle de Cartman qui représente la victime, le bourreau et le sauveur. Quand le peuple est divisé ou juste incapable de s'organiser, il n'est plus en mesure de soutenir telle idée ou telle valeur. Et ce qui se passe en ce moment, c'est la technique des fourmis. On met des fourmis rouges et des fourmis noires dans un même bocal. Elles vivent toutes plus ou moins en harmonie, jusqu'au jour où quelqu'un secoue le bocal. Les fourmis rouges vont accuser les fourmis noires d'avoir foutu la pagaille, et inversement, sans jamais se rendre compte que le responsable de cette pagaille est celui qui a secoué le bocal. Celui qui sait organiser et désorganiser un groupe détient le pouvoir suprême. Il détient le pouvoir de faire exister ou non des idées, de créer ou de faire cesser un comportement. Les gilets jaunes devaient commencer à déranger. La désinformation est créée pour capter et distraire l'attention du public, faire diversion en l'orientant sur des faux dangers puisqu'ils ont été créés de toutes pièces, avec fabrication de preuves si besoin, de manière à ne jamais aborder les questions importantes, les vrais problèmes. La stratégie de la diversion est aussi indispensable pour empêcher le public de s'intéresser aux choses essentielles, aux connaissances dont il aurait besoin dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de la psychologie, de l'économie et bien d'autres, pour faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies ou les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage. On peut utiliser certains termes au lieu de d'autres, éviter d'expliquer certaines choses, sachant que s'il ne comprend pas quelque chose, il y a de grandes chances qu'il n'aille pas chercher l'information par lui-même. Il va se fier aux spécialistes qu'il voit à la télé, qu'il considère d'ailleurs supérieurs à lui-même. On construit une réalité qui repose sur les principes de l'hypnose. La parole de l'hypnotiseur devient alors la réalité de l'hypnotisé. Il s'agit de garder les gens occupés à s'intéresser aux choses futiles, le garder dans l'ignorance et la bêtise, pour qu'il n'ait plus le temps de penser à ce qui a de l'importance. Combien de personnes sont capables de passer des semaines entières
à ne voir clair que par une nouvelle série Netflix, complètement accro au point de ne même plus être capable d'aller se coucher. On peut aussi dramatiser les différences qui n'ont aucune importance sur le plan politique, comme les différences de race, d'orientation sexuelle ou d'affiliation religieuse. On les souligne, on les accentue de manière à occuper l'attention le plus possible, de créer des débats qui n'auraient probablement pas eu lieu autrement puisque ce sont des problèmes mineurs. On se rappelle du mariage pour tous qui a fait beaucoup de bruit du jour au lendemain. C'est devenu une priorité importante. Et pendant que le monde était occupé à se diviser sur le sujet, il n'avait plus le temps de penser à des problèmes beaucoup plus urgents et graves. Quant au nouveau président américain, est-ce qu'on peut vraiment s'étonner que le jour même de son investiture, il signe un décret visant à protéger les personnes LGBT à leur travail? Je ne suis pas en train de contester l'utilité de ce décret, mais l'urgence de le faire le jour même de son investiture, par rapport à la liste interminable de choses qu'il aurait pu faire qui ont une importance primordiale. La stratégie du dégradé. Alors, une autre manière de construire le consentement passe par le fait de respecter le sentiment de liberté des sujets manipulés. J'adore cette phrase. Il s'agit de construire la servitude volontaire, c'est-à-dire faire accepter et même désirer au sujet manipulé ce qu'on a en fait décidé à sa place, en le mettant dans une situation où il n'aura pas le choix de poursuivre un certain comportement. La technique du saucisson consiste à faire avaler par petites tranches quelque chose de très gros, de très contraignant. Et en procédant de manière graduée, on peut orienter petit à petit un sujet dans une direction précise et même de l'engager librement vers une dégradation de sa propre situation, tout en lui donnant l'impression qu'il améliore son sort et qu'en plus, il le fait de son propre chef, alors qu'en fait, on lui a fait prendre une décision insensée, illogique, absurde, qui va contre son intérêt. Plus connu, il y a aussi la technique de la grenouille, que vous connaissez peut-être. On met une grenouille dans une grande casserole d'eau froide, elle s'y sent confortable, en sécurité. On commence à allumer la gazinière, mais à feu doux. L'eau commence à se réchauffer, mais ça reste confortable, ça reste agréable. Et on augmente le feu petit à petit, et la grenouille ne se rend pas compte que depuis le début, elle est en train de cuire. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard, elle ne peut plus faire marche arrière. Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l'appliquer progressivement. C'est comme ça que de nouvelles conditions socio-économiques ont été imposées dans les années 80-90, chômage massif, précarité, baisse des salaires. Autant de changements qui auraient provoqué une révolution s'ils avaient été appliqués brutalement. Créer des problèmes puis offrir des solutions. Le pompier pyromane est l'une de ces méthodes de marketing politique qui consiste à créer en amont des problèmes. On crée une situation prévue pour susciter une certaine réaction du public pour qu'il soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire imposer. Par exemple, on laisse se développer la violence dans les rues, dans certains quartiers, où on organise des attentats sanglants afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de sa liberté. La réforme pénale de Christiane Taubira en 2014 illustrait parfaitement cet exemple. Cette réforme visait officiellement à lutter contre la récidive, mais officieusement à protéger les criminels et leur donner toujours plus de lousse. Et on propose des alternatives toujours plus nombreuses à l'emprisonnement, comme les peines probatoires, les amendes, les sursis, tout ça pour favoriser la réinsertion des criminels dans la société. Ce laxisme fait monter intentionnellement le taux de violence urbaine. Ainsi, les gens restent dans la peur. Une autre façon de faire accepter une décision que le peuple n'accepterait pas facilement, c'est de la présenter comme douloureuse mais nécessaire. Un mal pour un bien. On obtient l'accord du public dans le présent, maintenant, pour quelque chose qui se déroulera plus tard. C'est toujours plus facile d'accepter un sacrifice futur qu'un sacrifice immédiat, parce que tu n'as pas besoin d'obéir ou de payer tout de suite. Et quelque part, c'est dans la nature humaine d'espérer que d'ici là, les choses aient changé, que le sacrifice en question n'arrivera pas.
C'est aussi une technique parfaite pour laisser du temps aux gens pour s'habituer à l'idée du changement et l'accepter avec résignation le moment venu. Et les exemples pleuvent depuis 1 an. Pour désorganiser un groupe, le dépolitiser ou le rendre inoffensif, il suffit de toucher la corde sensible, l'Oedipe, la famille, l'enfance. Attaquer ses bases, ses racines, ses repères, c'est compromettre toute sa faculté de raisonner avec logique, avec maturité. On utilise souvent ces techniques dans les publicités où les personnages et le ton employé sont puérils, comme si le spectateur était un enfant en bas âge ou handicapé mental. Lors du passage à l'euro, on a eu droit à une campagne plutôt réductrice. Depuis le temps que je connais Cécile, sa maman aussi est devenue mon amie. Je m'étais dit qu'elle et d'autres personnes de mon entourage auraient besoin d'un petit coup de pouce pour l'euro. Alors je m'y suis mise. C'est pas une grande action humanitaire, juste un peu aider les autres. Plus on cherche à tromper le spectateur, plus on utilise un ton infantilisant. Comme si on voulait rassurer un enfant en lui disant « Ne t'inquiète pas, ça va bien aller, tu vas pas le sentir passer ». Ça engendre aussi une réponse ou une réaction du public aussi dénuée de sens critique que celle d'un enfant. Les publicités ou les campagnes de dons aiment aussi faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. On montre des images qui, on le sait, vont bouleverser les gens pour que leur sensibilité prenne toute la place, pour diminuer l'analyse rationnelle, le sens critique. À ce moment-là, on a accès à leur inconscient et on peut facilement implanter des désirs, des peurs, des comportements. On l'a vu avec le Black Lives Matter, qui a pris des proportions mondiales à partir de la mort d'un seul homme. Techniquement et malheureusement, ce type de crime a lieu tous les jours, surtout aux États-Unis. Il faut se demander pourquoi, cette fois-là, c'était plus grave. Encore une fois, créer un phénomène de société permet d'occuper l'esprit humain le plus longtemps possible. Et c'est souvent lors de ce genre d'événements que sont votées des lois en catimini, à 3h du matin, dans une assemblée quasiment vide. Faire croire à l'individu qu'il est le seul responsable de ses problèmes à lui, de l'état de la planète ou de la situation des autres à cause de l'insuffisance de son intelligence, de ses compétences ou de ses efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique, l'individu se dévalorise, il culpabilise, ce qui engendre un état dépressif qui l'empêche d'agir, de se révolter. Là aussi, les exemples sont nombreux. C'est toujours de la faute de quelqu'un ou d'un groupe de personnes si nos libertés sont réduites aujourd'hui. On gouverne par l'entretien d'une menace sur la survie des populations, menace qui n'a pas besoin d'être réelle pour être efficace. En 68, le rapport d'Iron Mountain, intitulé La paix indésirable, dit que l'existence d'une menace extérieure est essentielle à l'acceptation d'une autorité politique. La menace doit être vraisemblable et elle doit apparaître comme pesant sur la société tout entière. Il faut définir un ennemi, mais qui a dit que l'ennemi devait être réel ? Ce rapport a été écrit par un groupe d'étudiants qui avait été créé en 63 pour examiner quels pourraient être les problèmes si les États-Unis entraient en paix durable. J'hallucinais. Le rapport concluait que la paix n'était pas dans l'intérêt d'une société stable, que la guerre de toute façon faisait partie de l'économie. Ça explique beaucoup de choses. On peut comprendre pourquoi un président américain qui ne déclenche aucune guerre durant son mandat puisse déranger. Voilà. Alors je voulais prendre le temps de vous remercier parce que grâce à vous, je me sens pas mal moins seule. C'est vrai que parfois je me demande pourquoi est-ce que je fais tout ça. Pourquoi est-ce que j'investis tout mon temps et toute mon énergie pour ça. Mais en fait, j'ai tellement soif de vérité et tellement d'espoir de la faire entendre, de vérité et de justice d'ailleurs. Et quand je vois combien restent sourds ou dans le déni total, j'ai l'impression que je fais tout ça pour rien. Mais quand je vois toutes vos réactions, que ce soit sous mes vidéos ou bien sur les réseaux, ça me fait vraiment du bien. Alors merci infiniment pour ça. On a besoin de rester soudés en fait. Sincèrement, j'ai pas grand chose à gagner en faisant tout ça. D'ailleurs, ça me coûte
beaucoup plus que ce que ça me rapporte, mais j'ai besoin de défendre mes droits, mes valeurs. Je ne dirais pas mes opinions, parce que rendu là, c'est plus une question d'opinion, hein. C'est une question de connaissance et d'ignorance. On ne naît pas avec les connaissances, on doit prendre la décision de les acquérir. Ça veut parfois dire sacrifier du temps réservé à la détente ou au divertissement. Dans mon cas, c'est beaucoup de temps. Mais la vérité n'a pas une grande importance pour beaucoup de gens. C'est pas du tout leur priorité en fait. Voilà pourquoi ils ne ressentent pas le besoin de donner de leur temps à la recherche d'informations. Comme je le disais dans ma vidéo que j'ai publiée sur Instagram et sur Facebook, en 2021, ne pas savoir est un choix. Le problème, c'est que ceux qui ne savent pas qu'ils ne savent pas. C'est assez vicieux, c'est très bien fait, hein. Et bon, on n'a pas nécessairement envie de se mettre à dos tous nos proches, nos amis, notre famille, voilà, qui n'ont pas encore compris ce que nous, on a compris. Donc voilà, c'est pas facile. Et YouTube qui démonétise les 3/4 de mes vidéos, il ne me recommande même plus sur la plateforme, ou alors beaucoup moins qu'avant. Je ne fais quasiment plus de vues, alors que mon contenu, je crois, est encore plus intéressant qu'à l'époque où je faisais 50 000, 100 000 ou même 200 000 vues. Les temps sont durs et oui, parfois j'ai envie de tout arrêter. Si vous avez l'envie et surtout la possibilité de m'encourager, je vous mettrai la page Tipeee que je viens d'ouvrir dans la barre de description. Voilà, merci pour tout et à très vite. On se retrouve sur les réseaux en attendant ma prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.